Bon, comment ça va aujourd'hui? Fraîchement, je pense. Là, on est le 2 décembre, si je ne me trompe pas. Le 2 ou le 3, je ne sais plus exactement. Petite sortie route avec le nouveau vélo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, la vidéo, ça sera un blabla ride autour de plusieurs sujets, comme d'habitude. 5 sujets. Alors pour certains, je vais me baser sur des sondages que j'ai fait il y a quelques semaines sur YouTube, où j'ai eu pas mal de votes, donc c'est assez sympa. C'est parti, je roule un petit peu dans les petites routes solognotes et puis je vous fais le sommaire. Premier sujet, le petit sujet de à savoir si vous avez un cadre de vélo, quel que soit le vélo, hein, route, gravel, VTT, n'importe. Si vous devez faire un upgrade qui change le comportement du vélo ou son poids par exemple, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Est-ce qu'il faut mieux aller sur des nouvelles roues? Quand je dis roues, ça sera un ensemble roues et pneus. Donc est-ce qu'il faut mieux changer les roues, mettre des bonnes roues adaptées à votre pratique, un peu plus haut de gamme, ou est-ce qu'il faut plutôt opter pour des périphériques très légers, ultra performants et une transmission de fou? Donc ça sera le premier sujet. Et bien sûr, je précise tout ce que je vais dire. Alors il y a des choses que moi je considère complètement vraies et puis bon j'en dérogerai pas, mais après le reste c'est mon avis. Chacun est libre d'avoir son avis. Comme dans tout, prenez tout ce que je dis avec des pincettes, ayez du recul et faites-vous vos propres avis à vous. Après il y a des choses, je pense, que globalement on va être unanime, mais bon, il y a toujours des avis contraires et c'est ça qui est bien. Second sujet, ça sera le poids des vélos. Ça découle un peu du premier, à savoir, est-ce qu'il faut être obnubilé par le poids de votre vélo? Est-ce qu'il faut avoir absolument un vélo léger? Ou est-ce que plutôt, c'est l'inverse, vous n'êtes pas trop intéressé par ça et vous, ce que vous essayez de faire, c'est un vélo normal et puis éventuellement gagner plutôt du poids sur vous. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus, qui n'est pas tout blanc ou tout noir. Pour le troisième sujet, ça sera un sujet très polémique. Ça sera le grand débat, frein à disque ou frein à patin? Que la guerre éclate. Prenez vos armes, c'est parti. Quatrième sujet, là ça sera toujours basé sur un sondage que j'ai fait sur YouTube. C'est plus mon avis sur les différentes matières de cadre de vélo. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail complet de chaque matière, mais voilà, c'est mon avis là-dessus, sur les grandes matières, basé sur les résultats que j'ai eu au sondage. Et enfin, pour finir, le dernier sujet, c'est mes objectifs 2024. Bon, ça va être un sujet assez rapide, parce que voilà, un spoil pour l'instant, j'ai pas énormément d'objectifs prévus, voire aucun. J'en ai un en tête, que j'espère pouvoir faire, on verra bien. Voilà pour le sommaire. On va rouler un petit peu, et puis on va attaquer sur le premier sujet. On verra, ça sera peut-être sur plusieurs sorties. Je ne sais pas si j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, parce que je ne vais pas faire une sortie très longue. Je suis au guidon de mon nouveau vélo qui, spoiler, est vraiment cool. Je vous ferai mon retour dessus dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo normalement, sur mes premières impressions et sur comment il est équipé et pourquoi je me suis fait ce vélo. Donc voilà, allez, on roule un peu puis on se retrouve dans quelques kilomètres. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Donc, c'était à savoir, si vous avez un cadre, quel qu'il soit, et que vous voulez l'upgrader, c'est quoi le mieux à faire? Prendre des nouvelles roues plus haut de gamme avec des bons pneus, ou plutôt opter pour une super transmission, super haut de gamme et des périphériques de fou? Eh ben, mon avis sur la question, c'est qu'il faut plutôt opter pour des bonnes roues. Ça, c'est l'avis qui est un peu unanime quand on regarde les statistiques. Je vous les remettrai à l'écran, mais globalement, je crois qu'on était 70% à être d'accord sur la question. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi. À mon sens, c'est vraiment au niveau des roues que vous allez pouvoir faire des grandes améliorations. D'une part, vous allez pouvoir complètement changer le comportement de votre vélo.
Par exemple, si vous avez un vélo carbone de route orienté performance et qui est équipé en roues alu un peu lourdes, un peu bas de gamme, vous lui choisissez des roues en carbone d'une bonne marque et tout de suite vous allez voir le comportement qui va changer. Alors après, il faut prendre le temps de choisir les bonnes roues, c'est pas facile. Sur les grandes marques, ils vont vous guider, hein. Vous allez avoir différentes catégories, vous allez peut-être même pouvoir poser des questions. Après, vous pouvez aller aussi sur les roues artisanales. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez pouvoir demander à l'artisan qui vous fait les roues toutes les questions que vous vous posez. Il va pouvoir vous guider et vous orienter vers les meilleurs choix si vous avez un bon artisan. Et en gros, le comportement de votre vélo va complètement changer. Moi, j'ai pu le remarquer dans une moindre mesure avec mon VTT. Le Foxy, quand je l'ai acheté, j'avais des roues dessus, des Mavic XA en alu. Bonnes roues, mais sans plus. Et puis 1 an ou 2 ans plus tard, je me suis acheté des roues d'été suisse 1501, des roues haut de gamme en aluminium. Et j'ai vu la différence. C'était pas ultra flagrant, mais je l'ai senti dans le technique, dans les descentes. Et dernièrement, avec le Louison que j'ai là, quand je l'ai acheté, j'avais des roues alu dessus, d'été suisse 1400 à freinage patin, des roues très basses pour la montagne. J'ai roulé avec ces roues, elles sont bien, elles sont légères, confortables. Mais là, je suis passé sur des nouvelles roues, des roues turbo artisanales en carbone, toujours freinage patin, bien sûr. Le comportement, il a complètement changé du vélo. J'ai l'impression de voler au-dessus de la route. C'est assez impressionnant. Les roues sont très rigides, mais quand même confortables, ultra légères. La paire de roues sans les pneus, on est à 1,23 kg, je crois. Donc c'est extrêmement léger. Et bien sûr, ça va de soi, hein, mais quand vous avez des bonnes roues haut de gamme, je dirais qu'en moyenne, le prix moyen de bonnes roues, alu, carbone, quoi que ce soit, je dirais qu'en moyenne, on doit être autour des 1000 €, donc c'est quand même un budget. Mais si vous avez des roues haut de gamme, bien sûr, mettez des bons pneus. Pas des mauvais pneus, pas des choses bas de gamme à 20 €. Choisissez le pneu qui vous va le mieux, mais c'est sûr, mettez des bons pneus. Ça serait dommage de gâcher les capacités de vos roues en mettant des pneus qui ont un mauvais rendement, qui accrochent au sol, ultra lourds, de mauvaise qualité. Par exemple, hein, c'est ce que j'ai fait sur ce vélo-là. J'ai pris des bonnes roues, fait artisanalement, les roues turbo. Hein. J'en suis très satisfait. Hein. Il m'a fait des super roues, Mathieu, pour mon Chirou. Ça fait 3 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé d'un chouïa. Je suis retourné chez lui pour me faire ces roues-là. Hein. Donc je vous montrerai ça plus en détail dans la présentation de mon vélo, mais j'en suis super satisfait. Mais bien sûr, qui dit bonne roue, dit bon pneu. Donc pour résumer et pour conclure sur ce sujet, moi mon avis, c'est qu'il faut plutôt aller chercher des bonnes roues et des bons pneus pour votre vélo en upgrade principal. C'est un budget, donc il va falloir être un peu patient pour économiser. Mais sur votre vélo, c'est là que vous allez ressentir des changements énormes en choisissant des bonnes roues. Et puis aussi, vous allez pouvoir aussi gagner pas mal de poids là-dessus, parce que sur une masse tournante comme les roues, vous pouvez gagner plusieurs centaines de grammes. Avec les pneus, pareil. Et même au niveau des chambres à air tubeless, tout ça, vous allez pouvoir gagner des trucs de fou. Moi là, je suis passé sur des chambres à air en TPU, parce qu'il existe 3 types de chambres à air. Les butiles, les grands classiques, assez lourdes mais très fiables. Après, il y a les latex qui sont très performantes, qui ont un très bon rendement. Et après, il y a les TPU qui ont un bon rendement aussi, un peu moins que le latex, mais qui sont ultra légères. Là, moi, j'ai pris des Tubolito. Bon, je suis peut-être un peu suicidaire, hein, mais j'ai pris des Tubolito. 40 grammes la chambre à air, c'est un truc de fou. Donc voilà. Parce qu'après, pour revenir sur le sujet, si vous changez une transmission pour mettre une transmission plus haut de gamme, alors c'est sûr que si vous avez vraiment du bas de gamme et que vous passez sur du haut de gamme, voire du très haut de gamme, vous allez voir des différences. Il y aura du poids en moins et il y aura aussi quand même de la performance en plus. Mais globalement, on va quand même parler de gains marginaux à ces niveaux-là. C'est sûr, ça coûte moins cher parfois qu'une paire de roues, mais derrière, c'est pas des gains de fou. Vous verrez pas énormément la différence, à part si vraiment vous êtes un professionnel et vous êtes ultra pointu sur le sujet. Il y a aussi des éléments comme par exemple un cintre, une selle, des choses comme ça. Vous allez pouvoir monter en gamme, vous allez pouvoir jouer sur l'ergonomie et ça, c'est pas rien. Mais il faut quand même se rendre compte que ça, moi j'appelle ça des gains marginaux. Et c'est vraiment sur les roues qu'on peut beaucoup gagner. Et donc ça va me permettre d'embrayer sur un nouveau sujet. Ça va être le sujet du poids des vélos. Un sujet hautement polémique, à savoir, est-ce que vous êtes plutôt obnubilé par le poids de votre vélo, il vous faut un vélo
très léger pour rouler, ou plutôt vous êtes quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop à ça et puis bah, vous roulez sans vous soucier du poids de votre vélo. Et là, moi, j'ai des avis en demi-teinte là-dessus. Et on va en parler tout à l'heure. Alors là, je vais aller où? Ouais, moi je vais filer après, je vais aller à droite là. C'est rigolo, on croise des groupes, on discute. C'est sympa. Alors là, je vais aller par où? Vers Villassin-Chambord. Bracieux, ouais, on va faire ça. Allez, go! Et après, on filera sur Blois et on rentrera. Parce que les jours tombent vite. Allez, c'est parti pour le deuxième sujet. À savoir, êtes-vous obnubilé par le poids ou non? Moi, je dirais, il ne faut pas être obnubilé par le poids de son vélo. Mais par contre, c'est quand même intéressant d'avoir un vélo relativement léger tout de même. Surtout si vous voulez faire de la longue distance particulièrement, parce qu'il est indéniable que si votre vélo est plus léger, par exemple si vous roulez avec un vélo de route à 9 kg ou un vélo de route à 7, sur du long par exemple 200 bornes ou plus, la différence vous allez la sentir, et particulièrement dans les bosses. Sur le plat je pense pas vraiment, quoique, mais surtout dans les bosses où forcément c'est la gravité. Si vous êtes lourd, c'est plus dur. Il faut être intelligent et chasser le poids où c'est nécessaire et où c'est vraiment utile. Donc en gros, c'est sur les masses tournantes de votre vélo. Donc tout particulièrement les roues, comme j'en ai discuté avant, et les pneus, et voire même les chambres à air. Si vous roulez en chambre à air ou même mettez-vous en tubeless, c'est là que vous allez gagner beaucoup. Après, ça va être le pédalier par contre qui va pouvoir faire gagner pas mal, parce qu'un pédalier ça pèse assez lourd. Vous avez les autres masses tournantes comme les manivelles, les pédales, la cassette, la chaîne. Faut pas se leurrer, après vous gagnerez pas beaucoup. Globalement, c'est sur votre cadre que vous allez pouvoir gagner du poids. Donc grossièrement, si vous prenez un cadre carbone ou un cadre alu, vous allez être plus léger qu'un cadre acier par exemple. Et après, prenez des bonnes roues. Donc après, tout ça, c'est des compromis, des choix. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, à moi en tout cas, c'est mon avis, la chasse au gramme, c'est vraiment pas une fin en soi. C'est un argument marketing qui est beaucoup mis en avant par les marques. C'est souvent au niveau marketing que c'est mis en avant. Vélo de tel poids, vélo de tel poids. Et beaucoup de clients, beaucoup de gens sont obnubilés par ça. Moi, je pense que c'est pas une fin en soi. Après, bien sûr, vous allez me dire, surtout quand je vais vous parler de mon nouveau vélo, que ouais, mais toi, tu as chassé le poids sur ton vélo. Parce que moi, j'ai un vélo acier, il n'est pas lourd du tout. Il est à 7,9 kg normalement. Enfin, il est à 8 kg actuellement, il va passer à 7,9 dans très peu de temps. Mais après, je dirais que c'est une question d'envie, de portefeuille. Mais cherchez pas le poids à tout prix. C'est mon avis. Cherchez des fois le poids sur vous, tout simplement. Parce que des fois, un petit régime, quelques chocolats en moins, et on perd des kilos. Mais ça, après, ça dépend vraiment de chacun, parce que on a tous un corps différent. Oh, les belles couleurs là avec le soleil, c'est très agréable. Comme vous le disiez sur YouTube, la majorité d'entre vous, vous n'étiez pas obnubilés par le poids, et j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi vous cherchiez le poids sur vous-même en fait. Et je le comprends tout à fait. Après, ça dépend vraiment de votre pratique, de vos envies. Mais sachez quand même que si vous voulez gagner du poids, c'est clairement sur des éléments tournants de votre vélo. En priorité les roues, les pneus et ce que vous mettez à l'intérieur. Donc chambre à air, le tubeless ou c'est ça, il n'y a que ça de toute façon. Et après les masses tournantes en général de votre vélo. Après un vélo trop léger, alors ok il est super léger, en bosse vous allez beaucoup pouvoir l'emmener, mais rendez-vous compte que c'est surtout votre forme à vous, votre entraînement, votre niveau de vie. Quand je dis niveau de vie, plutôt qualité de vie, le sommeil, l'alimentation, toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez bien rouler. C'est pas parce que votre vélo va avoir 500 grammes de plus que vous allez être collé à la route. Mais après voilà, sur le long quand même, les kilos en moins vont se faire ressentir.
Donc voilà sur le poids, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas rentré profond dans le sujet, parce que de toute façon c'est un débat quand même qui est pas mal sans fin. Chacun a son avis sur la chose. Que moi là, sur ce vélo là, clairement, j'ai chassé le poids, tu vois. Sur ce vélo là, je suis allé dans la légèreté. J'ai une selle extrêmement légère, des roues qui pèsent de rien, des pneus extra light. Bon après tout ça, c'est argumenté. Quand je vous parlerai de mon vélo, quand je vous parlerai de mon vélo, je vous expliquerai tout ça. C'est pas fait juste pour avoir un vélo léger, hein. Il y a pas mal d'autres éléments derrière qui justifient ces choix. Maintenant, on va passer sur le troisième sujet. Sujet hautement polémique celui-là, qui va être le sujet du frein à patin versus le frein à disque. Parce que oui, mon nouveau vélo est en frein à patin et ça a beaucoup fait parler sur YouTube et autres. Et moi, ça me fait toujours rire parce que je trouve que c'est des débats qui n'ont pas vraiment lieu d'être. C'est pas qu'ils n'ont pas vraiment lieu d'être parce qu'il y a des arguments dans un sens, des arguments dans l'autre. Mais c'est assez rigolo. Donc voilà, je vais vous parler de ça et de mon avis sur la question. Frein à patin ou frein à disque? Les pourcentages ont été unanimes, la majorité d'entre vous, vous êtes plutôt frein à disque. Alors moi sur le sujet, je serai un petit peu nuancé, parce qu'honnêtement j'aime bien les deux. Que les deux ont des avantages, et bien sûr aussi des inconvénients, ça va de soi. Donc pour une pratique VTT, là il n'y a pas photo, je trouve que le frein à disque, maintenant, c'est vraiment la base. C'est vraiment ce qu'il faut, parce qu'il faut pouvoir freiner au dernier moment. En VTT, on a des conditions parfois difficiles, de la terre. Faut pas que les freins ils aient des soucis, donc ça c'est vrai que... Merde. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Le drone, il voulait pas faire de focus track. Le GPS s'est arrêté tout seul. Je comprends rien et j'arrive pas à faire mes sujets comme je veux. J'espère que la vidéo sera pas de mauvaise qualité. J'étais sur les freins à patin et les freins à disque. Donc voilà, parce que pourquoi ce sujet? La majorité d'entre vous, vous êtes plutôt frein à disque, et ça s'entend. Moi j'ai mis ce sujet polémique sur la table, tout simplement parce que mon nouveau vélo est équipé en frein à patin, et ça a fait beaucoup parler. L'argument principal du frein à patin pour moi, c'est son poids. Moi qui voulais quand même un vélo assez léger, parce que j'ai un vélo en acier. Après, il y a un argument purement entretien. C'est beaucoup plus facile à entretenir et à régler soi-même, je trouve. Si vous êtes en pleine sortie, vous pouvez régler facilement vos freins à patin sans problème. C'est des câbles, c'est des serrages, c'est facile. Alors qu'une purge, en pleine nature, sur un trip, VTT ou je ne sais quoi, ou une longue distance, faire une purge comme ça, c'est très compliqué. Alors après, il ne faut pas se leurrer, ça n'arrive jamais. C'est très fiable. Vous aurez rarement des problèmes. Mais il est vrai que je trouve que l'entretien des freins à patin est beaucoup plus simple. Après, le réglage est assez fin et peut demander parfois un peu du temps. Après, au niveau du freinage en lui-même, là, chacun aura peut-être son avis, mais moi je trouve que le frein à patin, à partir du moment où vous mettez à peu près une bonne gamme de freins à patin, vous aurez quand même quelque chose de bien, un bon freinage, mis à part dans les conditions humides, où là c'est vrai que le frein à patin pêche complètement, où c'est limite dangereux. Moi je me suis déjà fait peur avec mes précédents vélos de route, où j'étais en frein à patin, en 105 et Ultegra. Et il est vrai que je me suis fait peur un jour de pluie, ça freine vraiment pas bien du tout. Mais par contre, partant sec, ça freine super bien pour peu que vous ayez des bons patins qui vont avec les bonnes jantes. Parce que ça aussi, hein, c'est logique. Mais bon, vous avez des jantes carbone, il vous faut bien sûr des patins dédiés. Ça va de soi. « 40 km/h facile. » Donc ouais, les freins à patin ont leurs avantages. Après, il est vrai que le frein à disque est super. Honnêtement, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez un freinage dans toutes les conditions, prenez le frein à disque. C'est vraiment top, vous freinerez au dernier moment, vous n'aurez aucun souci. Mais après, c'est vrai que c'est plus lourd. Chacun
à son avis sur le poids. Mais c'est sûr que moi ça a joué. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid, vous freinerez toujours bien. Et ça, honnêtement, c'est un argument plutôt avantageux pour le frein à disque. C'est au niveau entretien, c'est vrai que si vous n'avez pas le matos pour faire une purge, eh bien, c'est compliqué. Il faut aller chez le vélociste. Sur de la route, honnêtement, la purge, vous la faites une fois par an. Normalement, ça devrait le faire. Après, en gravel, VTT, un peu plus souvent. Mais voilà. C'est un éternel débat. Chacun aura son avis là-dessus. Moi, j'ai testé les différentes solutions. Je trouve ça bien. C'est-à-dire que là, sur ce vélo-là, je ne me suis pas posé de questions, en fait. Je voulais aller sur le disque vraiment pour son côté poids. Et après, le vélo que j'ai pu avoir et pu acheter, il était en patin. Donc c'est pour ça que je suis allé sur le patin. Mais sinon, le disque reste très bien et les deux systèmes fonctionnent, même si maintenant, on voit de moins en moins, voire plus du tout, de vélos frein à patin chez les fabricants. C'est très rare. Enfin, c'est très rare. Ça devient de plus en plus rare. Mais ça disparaît pas complètement. Ah, bonne petite sortie aujourd'hui. Il fait bien froid là, il fait 1 degré. J'ai les doigts gelés. Je vais finir ma sortie. Je pense qu'on traitera les prochains sujets la prochaine fois. Là, c'était un peu chaotique. Je pense que j'ai oublié des points, on verra. Je verrai tout ça. Le drone n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est pas très grave. On se retrouvera sur une autre sortie pour traiter des 2 prochains sujets. Et puis voilà, ça sera pas mal. Je vais vous mettre quelques images parce que, mine de rien, le couchant, c'est sympa. C'est beau, ça fait des belles couleurs. J'espère que ça ne sera pas complètement décousu et que ça sera quand même bien cette première partie. Là, j'ai les doigts totalement gelés. Mon GPS m'indique qu'il fait 0,9 degrés. Il est 16h20, j'ai fait 35 bornes. Je vais faire 40 bornes, à peu près un peu plus. Quand même une sortie sympa. Les belles lumières, j'aime beaucoup ça. Allez, on se quitte là. On se dit à la deuxième partie de la vidéo. Il fait froid. Il fait froid. Moins 0,8 au compteur. Mais c'est magnifique. Allez, on est le lendemain, le 3 décembre, et on va faire la suite de la vidéo. Sortie un petit peu plus chaude qu'hier, un peu plus venteuse, mais toujours ensoleillée, et ça, c'est plutôt agréable. Bon, avant de commencer, je voulais tout de même récapituler sur ce qu'on avait dit dans la première partie. Donc en gros, si vous voulez upgrader votre vélo, à mon sens, tout ça c'est mon avis personnel, hein. C'est pas des vérités absolues, ce n'est que mon avis. Je pense que si vous voulez améliorer votre vélo, allez en priorité sur les roues et pneus. C'est là que vous allez avoir vraiment des changements de comportement sur votre vélo. Vous allez pouvoir avoir un rendement bien meilleur. Vous allez aussi pouvoir gagner beaucoup en poids en allant là-dessus. Concernant le poids, pour moi, c'est vraiment au niveau des roues et des pneus qu'on va gagner le plus de poids. Après, ne soyez pas obnubilés par ce sujet. C'est un élément marketing beaucoup mis en avant. Alors c'est sûr que sur des longues sorties, sur plusieurs centaines de bornes, ou dans les longues montées, en col, en montagne par exemple, un vélo lourd, vous allez le ressentir. Mais pour le reste du temps, en vrai, honnêtement, c'est pas quelques grammes en plus qui vont vous changer la vie. Après, bien sûr, tout ça, c'est aussi une question de budget. Si vous avez
les moyens financiers d'améliorer votre vélo et de changer les périphériques ou la transmission, ben faites-vous plaisir. Mais après, dites-vous que vous n'allez pas forcément ressentir la différence énormément, sauf si vous passez du bas de gamme à du haut de gamme. Si vous avez des bonnes roues, mettez des bons pneus, ça serait dommage de perdre tout l'intérêt de vos roues avec des mauvais pneus. Dites-vous aussi que le cadre fait beaucoup, hein. Il n'y a pas que les roues, mais c'est vraiment le cadre et les roues qui font vraiment le comportement de votre vélo. Et ce pourquoi il sera fait. Ah, la belle vallée là, c'est magnifique là. Regardez-moi ça. Allez, on va filer à gauche, direction Montoux-sur-Cher. Après, si vous voulez vraiment chasser le poids sur votre vélo, concentrez-vous après les roues sur toutes les masses tournantes. En gros, le pédalier, les pédales, les manivelles, toutes ces choses-là. Ensuite, le dernier sujet que j'avais abordé, c'était les freins à patins versus les freins à disque. Donc là, mon avis, à mon sens, c'est que les deux sont très bien, ils existent. Il y a encore beaucoup de gens qui roulent en frein à patins. C'est vrai que maintenant, les vélos sont de moins en moins montés en frein à patins dans le commerce. C'est dommage, je trouve, parce que les freins à patins, pour beaucoup de situations, bah, ça fait vraiment le job. Et oui, ils se défendent tout à fait, les freins à patins, encore maintenant. Mis à part en conditions humides où là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, même en montagne, ça se défend. Après, c'est un autre type de freinage. Ça demande d'être plus technique, je pense, d'avoir une meilleure maîtrise des techniques de freinage, d'anticiper un peu plus. Et après, ça fait vraiment le job. Il y a quelques années encore, tous les vélos étaient, de route en tout cas, étaient montés en frein à patins. Et c'est vrai que maintenant, c'est frein à disque. Mais le frein à patins est encore très très bien. Après, le frein à disque a bien sûr de sérieux arguments. Lui, il permet de freiner dans toutes les conditions sans aucun souci. C'est fiable, hein, honnêtement, c'est très fiable. Et après, ça vous permet de freiner un peu au dernier moment. Et c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre, ça fait bizarre. Revenir au frein à patins sur de la route, ça fait un peu bizarre. Bon, voilà ce que je voulais dire sur les différents sujets. N'hésitez pas, bien sûr, à débattre dans les commentaires, donnez votre avis constructif, mais ça, je m'inquiète pas pour ça. N'hésitez pas à débattre, ça peut être très intéressant et je pense que ça peut apporter à toute la communauté. Ça peut être assez cool. Je me dirige vers Montrichard. Donc là, on va rouler encore un peu et puis on va passer sur le prochain sujet qui va être les matières de cadre de vélo. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque matière, je vais donner quand même quelques caractéristiques à mon sens qui sont intéressantes. Mais après, c'est plus pour un peu parler du sondage que j'ai fait sur YouTube, où les résultats me semblent assez intéressants et m'ont étonné un peu pour certains petits trucs. Allez, on roule encore un peu et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est au niveau du classement que j'ai fait sur YouTube, je vous ai demandé en gros, c'était quoi votre matière de prédilection, votre matière préférée pour vos cadres de vélo. Donc en première place, j'ai pas été étonné. À 48%, on a trouvé le carbone. Ça ne m'étonne pas trop, vu l'audience de la chaîne, je pense, qui est majoritairement faite de cyclistes qui font du vélo régulièrement. Donc à mon avis, il n'y a pas trop d'étonnement à avoir le carbone en première place, à 48%. Ensuite, on avait l'aluminium. Alors si je ne me trompe pas, il est à 21%. Pareil, ça ne m'étonne pas trop. C'est une matière qui est très très répandue. Et au niveau du marché du vélo dans sa globalité, c'est largement la matière qui est en première place, qui équipe la plupart des cadres de vélo dans le monde, hein, je pense. J'en suis même sûr. Et en troisième place, ça m'a un peu plus étonné, il y avait le titane. Alors là, je me pose la question, est-ce que c'est parce que la matière vous fait rêver, ou c'est parce que vous possédez un cadre titane? Et dans ce cas-là, c'est pas mal parce qu'il y a 18% des gens qui mettent le titane en matière favorite. Et ensuite en dernière place, en quatrième place, avant-dernière place plutôt, on a l'acier. Donc je l'ai mis dans le classement bien sûr parce que j'ai un cadre acier, donc forcément j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans le classement et on n'est que à 13%, mais ça m'étonne pas trop parce que l'acier c'est quand même une matière qui est vraiment pas beaucoup répandue.
Et puis enfin on avait le bois à 3% je crois. Mais le bois, bon voilà, je l'ai mis pour la blague. Les vélos en bois commencent à arriver. Il y a des fabricants qui en font, mais ça reste quand même une matière très peu répandue pour le moment. Donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques rapides que moi je vois principalement dans ces matières pour vous donner mon avis, et puis une petite réflexion là-dessus, toute simple, mais qui a son utilité je pense. Allez, on est dans une petite vallée là, c'est beau là, il y a des beaux petits coins. Magnifique cette petite route. Bonjour. Bonjour. Au milieu des chasseurs. Petite vallée. Une maison plutôt sympa, des grosses baraques là. Regardez-moi ça. C'est beau hein. Oh, c'est beau. Est-ce qu'on va filmer un petit peu? L'abbaye, ça peut être sympa. Plutôt belle hein, cette abbaye. On va regarder ça avec le drone. Très bel endroit, Aigues-Vives, avec une abbaye qu'on voit là-bas derrière. C'est pas mal, hein, c'est beau. J'ai fait des beaux petits plans, je pense. Commençons par le carbone. Le carbone, c'est plébiscité par pratiquement 50% des votes. Ça m'étonne pas trop parce que d'un point de vue marketing, c'est une matière qui est très mise en avant. Pour sa légèreté surtout. Et ça c'est vrai, le carbone c'est léger. Mais à mon sens c'est un peu trop mis en avant parce que léger, est-ce vraiment nécessaire? Ça je ne sais pas, je vous laisse en juger. Mais par contre le carbone c'est nerveux, c'est dynamique. Donc moi je dirais que c'est bien pour des gens qui veulent un vélo sportif, qui font du vélo régulièrement, qui ont envie de pouvoir aller vite pour de la route ou du gravel par exemple, ou pour le VTT, pour avoir un vélo léger, parce que mine de rien quand vous avez un vélo tout suspendu, quand il est en carbone, souvent ça c'est pas mal, vous avez un vélo plus léger. J'estimerais ça plutôt à des gens qui sont sportifs réguliers et puis qui veulent un petit côté perf et nervosité, réactivité. Mais après ça ira aussi à plein d'autres gens qui font du vélo plus tranquille. Après l'aluminium, lui c'est une matière qui est à mon sens assez sous-cotée. On a tendance à, je pense, croire parfois que l'aluminium c'est bas de gamme, et à mon sens c'est faux. Alors oui, il y a des vélos qui sont en trait de gamme et souvent ils sont en aluminium parce que l'aluminium c'est pas cher. Mais si vous cherchez un peu, il y a des marques qui proposent des très bons cadres alu et honnêtement là vous en avez pour votre argent. Vous prenez un bon cadre alu, il coûtera pas trop cher et comme ça il vous reste pas mal d'argent pour aller mettre des bonnes roues et des bons périphériques et une bonne transmission si vous avez besoin. Donc à mon sens l'alu est un petit peu sous-coté parce que ça reste quand même une matière assez légère, assez nerveuse, donc une bonne matière. Ensuite on va avoir le titane. Alors ça c'est une matière que j'aime beaucoup, surtout pour son côté très confortable. Quel que soit le type de cadre en titane, souvent vous aurez une très bonne capacité de filtration des vibrations et ça c'est top. Après c'est des cadres qui ont une durée de vie infinie, ça rouille pas, ça s'oxyde pas, ça vous survivra en fait.
Là où le carbone et l'aluminium, au bout de quelques années, au bout de 10 ans, peut-être plus, peut-être moins, il n'y a pas vraiment d'études claires là-dessus, mais globalement, c'est des cadres qui vont moins bien vieillir, les cadres de carbone et aluminium, surtout si ce n'est pas de la haute qualité. Mais après, bon, vous vous inquiétez pas non plus, hein. Vous pouvez acheter un cadre alu et cadre carbone qui va durer longtemps. Mais le titane, lui, va durer bien plus longtemps. Après, c'est une matière aussi que je trouve magnifique d'un point de vue esthétique. Et enfin, on a l'acier, qui est une matière qu'on ne voit pas beaucoup sur les routes. Maintenant, on commence à revoir quelques marques qui sortent des vélos acier, typiquement Meral par exemple, comme mon vélo actuel. Les vélos, autrefois, ils étaient tous en acier. Et ça a un peu disparu. C'est dommage parce que c'est vraiment des super vélos. Moi, j'aime beaucoup parce que, un peu comme le titane, c'est très confortable. Alors après, il existe plusieurs types d'acier, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai de l'acier Spirit. Alors, c'est du Columbus que j'ai sur ce vélo-là. Donc, c'est un acier assez rigide, fait pour la route. Mais ça reste très confortable. Regardez-moi ça. Je sais pas si on a vu à la caméra. Ça filtre bien les vibrations. C'est une matière aussi que je trouve esthétiquement très belle, avec ces tubes ronds, comme on peut peut-être voir un peu là sur ce vélo. Ces tubes ronds que moi je trouve du plus bel effet, un peu vintage. J'aime beaucoup. Après, c'est une matière aussi qui est très réparable. C'est souvent un argument qui est mis en avant. Bon, après, dans la réalité, est-ce que vous allez casser votre vélo? Est-ce que vous allez le réparer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très réparable. Là où l'aluminium, c'est pas réparable. Le carbone, c'est réparable. Mais bon, il faut aller chez des professionnels qui peuvent le faire. Là, je fais un placement de produit. Sifac peut réparer vos vélos carbone. Donc voilà, sur l'acier. Et puis, j'espère que ça va revenir un petit peu en force sur le marché parce que c'est bien. Alors après, c'est sûr, c'est un peu plus lourd. Là, par exemple, pour ce vélo-là, le Louison, le cadre que j'ai actuellement, il fait juste le cadre, il fait 1,9 kg, alors que la version carbone identique, la même géométrie, elle fait 1 kg. Donc voilà, il y a une différence. Mais après, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Mais c'est une belle matière que moi j'aime bien. Et là, je suis agréablement surpris par ce vélo-là, qui est vraiment agréable à rouler. Donc voilà sur les matières. Et puis sur le bois, rapidement, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, je ne vais pas me prononcer trop là-dessus. Il existe des vélos tout en bois. Il y a aussi des vélos qui mixent le bois et les composites, donc le bois et le carbone, comme Cycle Gonel par exemple. Mais ça, bon voilà, je connais moins. Donc voilà sur les matières, ce que je voulais dire. Donc vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez comme vélo et pourquoi vous aimez votre vélo, pourquoi vous aimez cette matière. Et je voulais quand même rajouter, concernant les matières de cadre, qu'il n'y a pas de mauvaise matière. En fait, si elles sont sur le marché, c'est 4 matières majeures, même si l'acier est quand même très minoritaire, je pense, c'est des bonnes matières en fait. Toutes sont bonnes, chacune vont être un peu dépendant de l'usage que vous allez en faire, le type de vélo que vous avez et vos envies personnelles en fait. Donc vous prenez pas trop la tête, hein. Si vous avez envie d'un vélo en acier, essayez d'aller sur un vélo en acier. Si c'est plus le carbone qui vous attire, allez sur un carbone. Vous prenez pas trop la tête, l'important c'est de rouler, c'est de se faire plaisir. C'est pas d'avoir le vélo dernier cri, le vélo le plus léger du marché. De toute façon, dites-vous bien que voilà, si vous avez un vélo hyper dernier cri, super, vous avez un trop beau vélo qui va coûter peut-être sûrement très cher, mais vous n'allez pas forcément mieux rouler avec. Donc voilà, prenez du plaisir avant tout, quelle que soit la machine sur laquelle vous roulez, et ça, c'est quand même le plus important au final. Bon voilà, sur le sujet, ce que je voulais dire, il va nous rester maintenant un petit sujet, c'est mes objectifs 2024. Sous ce beau soleil, comme hier, là, c'est vraiment magnifique. Là, j'ai des belles routes, c'est super. Je prends mon pied sur cette sortie, c'est agréable. Bon allez, je vous remets sur mon torse. Je vous parle du dernier sujet, puis ça sera tout pour cette vidéo. Un petit blabla ride. C'est un petit peu en mode podcast, mais tout seul. C'est assez sympa. Alors moi, j'aime bien en tout cas. Puis j'aime bien parler, donc c'est typiquement le style de vidéo que j'aime faire. Bon allez, à tout de suite. Bon, ça revoit, là j'ai le vent dans le dos. Je suis à combien?
sans forcer. Si le GPS veut bien afficher, je suis à 40 km/h, 307 mètres de dénivelé et 33 km. Sortie tranquille aujourd'hui où je profite, je prends mon temps. Donc alors, mes objectifs 2024. Donc ça va être un peu décevant, mais pour l'instant j'ai rien de fixe, j'ai rien coché dans le calendrier. Parce qu'en fait j'ai pas trop de vision sur 2024 au niveau de mes disponibilités. Comme vous savez, je suis en formation chez Sifac, je suis mécanicien, monteur vélo. Et donc je vais probablement avoir des congés, c'est même sûr, mais je sais pas quand exactement. J'ai rien de fixé là-dessus. Et en fait, je peux pas me dire que je vais faire telle ou telle course. Alors bien sûr, il y a une course qui m'intéresse fortement, c'est le Biking Man Maroc. Donc on va voir, c'est fin septembre ça. On va voir si je peux la faire parce que si je suis en formation et que je suis en course, ça va pas être possible. Mais si je suis en entreprise et que je peux prendre des vacances à ce moment-là, pourquoi pas. Ça serait le Biking Man Maroc parce qu'il m'a beaucoup plu sur les vidéos et teasers. Après peut-être un autre Biking Man, on verra selon les dates. J'aimerais bien quand même faire une course ultra sur un format 1000 km, ça me plairait bien. Après il y aura peut-être probablement des défis perso, mais ça je peux pas dire, c'est un peu au jour le jour. Là je fixe rien cette année. Après là ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est que voilà, c'est pas une obligation de faire forcément 50 000 courses à l'année. C'est des fois compliqué, hein. On a des vies de famille, tous, ou en tout cas une partie de nous. On a des vies perso, on peut pas tout le temps faire du vélo. Donc il y a des années, des fois ça va peut-être se calmer un peu. Mais bien sûr je continue à faire du vélo. Je continue à faire du vélo de route, du gravel, du VTT. Je continue à me faire plaisir. Mais gardez à l'esprit que voilà, si vous voulez rouler, c'est pas grave si vous faites pas forcément des longues sorties. Vous pouvez kiffer et faire des sorties de 40 km ou 50 km juste le week-end. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête trop avec ça. Wouhou! Ah, je suis dans les petites routes là. C'est sympathique, c'est vraiment beau. Ouais, revenons à nos moutons. Ouais, prenez votre pied sur les sorties que vous pouvez. Moi cette année, en 2024, en tout cas, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. On verra bien. Mais dans tous les cas, je vais rouler. Je vais essayer de faire une course. On verra bien. Peut-être le Biking Man Maroc. Mais sinon, voilà, des petits défis perso peut-être. Des distances au long cours. Mais voilà, faut pas se prendre la tête. L'important, c'est de rouler et de prendre du plaisir, quelle que soit la distance et quelle que soit la monture. Bon allez, je crois que c'est la fin de ce blabla ride. Je vais continuer ma sortie, je vais vous mettre quelques images de la fin. Et puis voilà. Dernière partie de la vidéo, je vais vous présenter mon nouveau vélo. C'est un